Allez, on va commencer par faire un topo sur tout ça. Avant de partir, n'hésitez pas, bien sûr, si vous êtes là, à partager, à liker le live, que vous soyez sur YouTube, sur Twitch ou sur X. Ça nous aide beaucoup, surtout pour pousser ce format qu'on aime tout particulièrement chez Wen. N'hésitez donc pas. Et pour information aussi, il n'y aura pas de bloc-to-bloc semaine prochaine parce que je pars en voyage dans une contrée lointaine. Je vous dirai tout ça. Mais je prends un petit peu d'air la semaine prochaine. Donc, le prochain bloc-to-bloc, ce sera non pas dans 7 jours, mais dans 14. Ceci étant dit, on va commencer tout doux à faire le petit tour d'horizon de l'actu géopolitique de la semaine. Et ensuite, on enchaînera sur le focus qu'on fait chaque semaine. Et cette édition, on va focus sur la Russie. Après la géopolitique chinoise la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines en l'occurrence, on va se centrer sur la Russie. Donc très très intéressant pour mieux comprendre tout ça. On commence tout doux avec les actus de la semaine, James. C'est parti. Je partage la carte pour te donner un support le plus concret possible à tes sages-paroles. Tac. Allez, où tu nous emmènes, James? On va commencer par le Vatican. Ah, le Vatican. Allez, hop. Je pense que c'était difficile de louper l'actu, le décès du pape François, le jour de Pâques. Il est là, le Vatican. Voilà. Tu l'as sur la carte, le Vatican. Voilà. Le plus petit État du monde. Exactement. Donc, décès du pape François. Je ne sais pas forcément la diplomatie pontificale à travers le monde là qui m'intéresse, mais j'ai trouvé ça intéressant. J'ai vu un article passer sur l'envie de Taïwan d'assister aux funérailles samedi prochain. Je trouve ça très intéressant. Okay. Pourquoi? Parce que le pape et le Vatican étaient l'un des seuls États à reconnaître officiellement l'existence de Taïwan en tant qu'État indépendant. C'était important de le dire. D'accord, ouais. Et le pape, ouais, c'est pas mal quand même, tu vois. Et le fait juste d'assister, là vraiment on est sur un enjeu géopolitique. Parce que qui te dit sur la photo officielle, dit ok, Taïwan apparaît dans un État européen, aux côtés évidemment des plus grands présidents actuels des puissances mondiales, donc c'est pas mal. Ouais, pour information aussi, le pape, au-delà d'être tout simplement le souverain pontife, hein, donc au-delà de sa vocation religieuse, c'est un chef d'État. Hein. Le Vatican est un État et le pape en est le chef. Donc c'est la mort d'un chef d'État à laquelle on a assisté. Ouais. Tout à fait. Je reprécise un petit peu. Coucou à Stock avant de repartir. Tac, à peine le temps de déjeuner. Bah ouais, gros, on enchaîne. Hein. Et Jay qui nous dit rebuti et salut James. Eh ben salut Jay. Ravi de vous voir. Allez, je te laisse continuer. Du coup, pape François qui a emprunté son nom à Saint François d'Assise, donc pas surprenant qu'il ait voulu suivre son exemple. Il a mis accent sur la pauvreté particulièrement. Ouais. Il s'est beaucoup engagé pour les questions migratoires, sur l'environnement. Et pour faire le lien avec notre fin de session la dernière fois sur la Chine, il y a quelque chose de très intéressant. Un des endroits où le pape n'est pas allé, il n'a pas rendu visite, c'est en Chine. Parce que Mao, à l'époque, avait rompu les liens après avoir pris le pouvoir en 1949. Mais le pape François est le premier pape qui a tendu la main vers le Parti communiste, en exprimant même une admiration pour la Chine. Et ça aboutit à un accord signé en 2018, dont le contenu est resté confidentiel, mais qui confère au Parti communiste chinois, plutôt qu'au pape, le pouvoir de nommer les évêques. Tout en laissant un droit de veto final si vraiment il y avait besoin, mais ça a été controversé parce que le choix de nommer des évêques est d'habitude réservé au souverain pontife. Donc là, c'était peut-être une marque de manœuvre délaissée exprès à la Chine. Le pape a soutenu que cet accord permettrait d'unifier les 12 millions de catholiques chinois. Donc quand même un chiffre. Bon, 12 millions sur 1,6 milliard, c'est pas beaucoup, mais 12 millions quand même. Montant divisé entre les églises contrôlées par l'État et celles clandestines, entre guillemets, qui assuraient la survie de la foi en Chine, tout en ouvrant un dialogue qui pourrait permettre à l'Église, sur le temps long, de mettre en lumière, éventuellement, ou d'œuvrer pour les atteintes présumées aux droits de l'homme de la Chine. Mais bon, là, ça, c'est un autre sujet, c'est plus complexe. En parlant d'atteinte et droits de l'homme, je vais te faire voyager un peu. On va partir dans une zone qu'on a déjà visitée, la Corne de l'Afrique, au Soudan. Hop là. Le Soudan. Soudan qui est dévasté par 2 ans de guerre civile. Gros pays, à peu près 3 fois la France, 50 millions d'habitants. En termes de superficie, ouais. Superficie, ouais. Les affrontements entre les forces armées soudanaises et les paramilitaires des forces de soutien rapide, qu'on appelle FSR, elles ont fait plus de 150 000 morts en 2 ans.
près de 13 millions de personnes ont été déplacées. Et selon l'ONU, selon les organisations internationales, il y a la moitié des 44 millions de Soudanais, enfin 50, j'avais dit 44 millions, qui sont au bord de la famine. Ce Donc qui tu correspond mélanges, enfin, tu as Soudan du Sud et Soudan du Nord dans ce que tu dis, ou tu parles juste du Soudan? juste du Soudan. Ok, d'accord. Donc pas du Mais tu Sud-Soudan. pointes Ok. du doigt quelque chose d'intéressant, c'est que le Soudan du Sud a fait sécession en 2011 et c'est devenu un État à part entière. Soudan du Sud qui possède d'importantes réserves gazières et pétrolières. Quand tu parlais de la FSR tout à l'heure, c'est une milice, parce que t'es passé vite, ça vient, et ils viennent d'où? Ils sont issus d'où? Tout à fait. En fait, c'est la milice, le nom officiel, du coup, c'est les forces de soutien rapide. Et D'accord. elles sont sous les ordres du général Hemeti. Et là, je comptais y venir parce que c'est intéressant. C'est des acteurs qui ne sont pas forcément mis en lumière, identifiés. Mais en Mhm. fait, ça fait pendant un an, en gros, les combats ils sont concentrés sur la capitale Khartoum. Et il y a eu un Ouais. encerclement de bases aériennes par les FSR. Et les premières escarmouches ont embrasé la capitale, et ce qui a conduit vraiment à un affrontement territorial sur l'échelle du pays. Et l'armée officielle est vraiment en mauvaise posture, mais qui a peu à peu réussi à reconquérir certaines régions importantes du pays. Je passe les noms, là, le but c'est de rester général, mais c'est important. Ouais, ouais. De l'autre côté, le général qui tient l'armée régulière se nomme le général Al-Burhan. Et Ok. lui, très identifié, on va dire, dans les pays du Proche et Moyen-Orient, parce qu'il y a eu un tournant spectaculaire justement dans la doctrine militaire. Et les forces armées soudanaises contrôlent désormais la moitié orientale du pays et les principales institutions. Mais en fait, elles ont hérité d'une capitale en ruine, parce qu'il y a vraiment eu des affrontements sanglants. Et les services de base, si on parle des services publics, ont été détruits, et la population, elle dépend de choses extrêmement rudimentaires et communautaires. Hmm. Et sur ta question sur la FSR, j'y viens. En fait, la guerre, elle a basculé petit à petit vers l'ouest et la région du Darfour. C'est une Ok. région qui a déjà fait l'actualité depuis plusieurs décennies parce que c'est une région très pauvre, marquée par les conflits. Mais les FSR ont repris leur assaut contre El Fasher. C'est une ville du Darfour et c'est le dernier bastion qui a échappé à leur contrôle de cette zone. Et il y a vraiment beaucoup, beaucoup de déplacés. Il faut savoir que les déplacés soudanais, les communautés vont dans les pays adjacents, mais ce qui n'est pas facile parce qu'il y a des fermetures de frontières. Donc c'est vraiment une situation complexe. Et en fait, c'est les frères. En fait, le frère de Hemeti, c'est le général des FSR, Abderrahim Daglo. Il contrôle des milices tribales. Il contrôle différents groupes communautaires ethniques censés entre guillemets défendre une version différente du Soudan actuel, qui est dirigé par du coup le général Al-Burhan. Tu vois. Ok. Donc c'est des rebelles en fait, parce qu'il y a Vito qui pose aussi la question si les FSR sont une agence paramilitaire. Tout à fait. Oui, c'est des paramilitaires. Tout à fait. Ok. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà du duel, on va dire, entre l'État soudanais et les FSR, il y a une multitude d'acteurs, il y a des milices locales qui s'intègrent soit aux FSR, soit aux autres. Il y a Ok. vraiment un morcellement visible, et il y a des violences intercommunautaires, parce qu'il y a vraiment différentes ethnies, différentes communautés, et c'est là que le conflit principal réside. Ok. Euh, Parce que les FSR, ils représentent une ethnie en particulier ou une religion en particulier? alors moi, j'ai pas la réponse, c'est vraiment Ok. c'est très poussé, mais eux, et en tout cas, c'est une entité qui s'est bâtie, qui a des fonds, des financements, et D'accord. qui vraiment a le pouvoir de concurrencer directement l'armée officielle. Ouais, d'accord, ils sont assez puissants pour. Ok. Ouais. Et il y a des alliances, ou en tout cas, il y a des factions civiles des FSR qui sont à Nairobi, du coup au Kenya, Génial, et ouais. il y a certaines personnalités qui sont dans les pays adjacents. Soudan du Sud, Corne de l'Afrique. Voilà. Et concernant le Darfour, j'ai écouté un podcast sur France Culture que je recommande. Je nomme Pourquoi les Émirats sont-ils accusés d'être moteurs d'un génocide au Darfour. Bon, au-delà de la réponse que je pourrais apporter oui ou non, en fait, elle est plus complexe que ça. Mais en fait, au Soudan, il y a un grand nombre de mines d'or. Si je ne me trompe pas, ces mines d'or sont contrôlées par les FSR. Et les Émirats arabes unis, c'est-à-dire Dubaï et les autres principales villes, sont un des Ouais. principaux hubs d'or avant l'exportation en Europe. Donc bon, là on Ok. voit très vite qu'il y a une manne financière qui est exploitée en sous-main. Ah, c'est les FSR qui tiennent les mines d'or? Ah ouais, d'accord. Ouais. Et du coup, forcément, il y a des traçabilités de certains paiements, certaines proximités avec des représentants des FSR aux Émirats arabes unis. On se pose des questions, tu vois. Parce que quand même, Ouais. l'or est identifié, on peut savoir d'où il vient.
Ah ouais. Ouais, donc quelque part, ils financent un peu cette rébellion, quoi, entre guillemets. Bah, gardons-nous de poser En des achetant l'or, hein, en achetant l'or, bien sûr, hein, je dis tout à pas. fait, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a des minerais de sang, tu vois? Ce symbole des minerais de sang qu'on connaît avec le Congo, l'Afrique, il peut être, transposable dans un conflit comme celui-là. Ah ouais, ok. Juste à côté, j'avais parlé de la Somalie, Somaliland, la belle Ouais, corne de l'Afrique. tout à fait. Toujours sur la revue Conflit que je recommande à lire souvent. En fait, la Somalie sous le feu des islamistes, parce qu'il y a une offensive djihadiste qui a émergé dans l'ombre de la Corne de l'Afrique, et Mogadiscio, la capitale du coup somalienne, est clairement en danger. Il y a toute une chronologie des faits qui remonte à Al-Shabaab, c'est le nom du groupe Mm. djihadiste qui œuvre en Somalie. Et ça, c'est à mettre en perspective avec la prise de la Syrie par le groupe HTS, du coup ancien, en tout cas une proximité avec le djihad islamique, Ok. et le califat taliban en 2021, retour en Afghanistan. Donc la Syrie et l'Afghanistan ont poussé comment dire, leur pion à vocation vraiment très radicale islamique, et du coup, Al-Shabaab, groupe djihadiste, se dit ok, on va tenter notre chance en Somalie parce que vous allez voir, il y a certaines choses en Somalie qui déraillent et qui font qu'il y a une instabilité. Mm. L'offensive s'appelle l'offensive de Chabel ou opération Ramadan, et l'objectif déclaré, c'est la reconquête des territoires perdus et l'encerclement de la prise de la capitale. Voilà. Donc ça a commencé fin février, Ah, ils veulent début carrément mars. prendre la capitale, quoi. Ah ouais, clairement. Non, c'est là où on est sur un affrontement très dur. Ah ouais. Et pour répondre aussi, c'est intéressant, tu me parlais des FSR, on parlait du financement peut-être occulte. Al-Shabaab reçoit beaucoup de fonds et consolide ses gains grâce à des mécanismes de taxation dans les zones occupées. C'est-à-dire que la population est taxée. Ah ouais, ok. Ouais. Et, et Mogadiscio, même si elle est sous le contrôle officiel de l'État somalien, il y a quand même beaucoup d'attentats et des extorsions de la part du groupe Al-Shabaab. Voilà. Et il y a certains facteurs explicatifs, en particulier une faiblesse structurelle de l'armée somalienne. En 2010, je vous le donne, il y a un taux de désertion de record près de 90%. Putain, Énorme. 90%. Ouais. Wow. Il y a des ressources financières complexes, soit l'impôt, soit la rançon, ça je l'ai dit. Il y a un opportunisme idéologique, évidemment. J'ai dit en symétrie avec l'Afghanistan, la Syrie. Ouais, ouais. Il y a la stratégie du terrorisme gagnant-gagnant, parce qu'il y a un retour rapide après la libération provisoire de certaines zones pour extorquer des fonds et des recrues surtout, parce que du coup, il y a aussi un embrigadement qui est fait. Il y a une absence de plan de stabilisation de ces régions par le gouvernement et l'armée centrale. Somalie, j'insiste, comme le Soudan, il faut prendre en compte les acteurs régionaux juste à côté. Il y a environ 11 000 soldats africains, Éthiopie, Kenya, Ouganda et Djibouti aussi. Il n'y a aucun déploiement supplémentaire qui est prévu, mais c'est vrai qu'on pourrait se poser la question, je ne pense pas que Mogadiscio pourrait tomber aussi facilement entre les mains de djihadistes, donc éventuellement une implication de partenaires régionaux. Il faut Ok. savoir, je crois qu'il y a des drones Bayraktar. Les drones Bayraktar, c'est les drones turcs qui ont été utilisés dans des frappes justement contre ces djihadistes. Donc à suivre aussi dans le futur. Donc phase critique quand même, à Et suivre. l'ONU. Ouais, d'accord. Et l'ONU intervient pas? Quel est le positionnement de l'ONU par rapport à tout ça? Il laisse faire? Non, il laisse pas faire. Évidemment qu'il y a des missions humanitaires qui sont déployées, je pense, à la frontière entre l'Éthiopie et le Kenya, mais en Somalie, je n'ai pas l'information qu'il y ait une force de maintien de sécurité, maintien de la paix. Je ne pense pas. D'accord. Ouais, ok. On va en Ukraine, ça date un petit peu, mais comme du coup ça fait deux Hop. semaines. Juste euh, avant de partir en Ukraine, je reprends les commentaires dessus. Tac. Wanda qui nous dit hello. Ben, hello Wanda, j'espère que tu vas bien. J'avoue, il y a des crises humanitaires majeures là-bas avec des petits qui n'ont rien demandé. Ouais, bah ouais, c'est clair. C'est ça encore eux. Bah, je pense que tu parles de Al-Shabaab, des djihadistes en l'occurrence. Partiste qui nous dit j'aime, merci pour ce live comme d'hab. Vous êtes clairement l'illustration de quand on dit que les petits médias ont les contenus les plus intéressants. Je ne doute pas que vous deveniez grand très vite. Wow, c'est sympa ça, Partiste. Merci beaucoup, c'est gentil à toi. J'espère que quand on sera un grand média, on sera toujours aussi intéressant. Je compte sur vous pour nous moucher, si tant est que ce soit pas le cas. Et merci beaucoup pour ton commentaire, hein, Parti. Ça fait super plaisir de lire ce genre de petits mots. Merci à toi.
Wanda, les talibans, ça marche mieux sur les analphabètes, c'est sûr. Le résultat de décennies de corruption, alors qu'en mode l'EU, l'Union européenne, est toujours accusée d'être responsable. La propagande tisse EU. Ouais, c'est ça, l'Union européenne, j'imagine. Mhm. Peut-être l'Europe, peut-être, ouais. La propagande tisse des toiles dans tous les sens. Ah bah ça, de toute façon. Mais en tout cas, il y a une espèce de coordination, en tout cas. Enfin, de coordination. Est-ce qu'elle est prévue ou est-ce qu'elle se fait au fur et à mesure? Il y a quand même un mouvement qui se lie avec ce qui s'est passé justement en Syrie, comme tu le disais, quoi. À Alors, cause c'est de... clair, ça serait intéressant de creuser ça, mais il y a une recomposition stratégique des groupes armés à consonance radicale islamique qui est indéniable, Ouais, ça c'est sûr. En ouais. Afrique, en Asie du Sud, euh, au Moyen-Orient, ça c'est indéniable. Ok. Et parti, ce que dit, c'est ce que j'ai pas osé ajouter. Ouais, que quand on sera gros, on sera moins intéressant. On sera là pour vous tacler si vous perdez en qualité. Ouais, ouais, n'hésitez pas, hein, franchement. Vous avez un droit de. Enfin, on est là grâce à vous, entre guillemets. Je dis pas on vit grâce à vous, parce que pour l'instant, Wen ne dégage rien. C'est du pur bénévolat. Mais ouais, ouais, n'hésitez pas à nous dire si ça vous va pas. Du moment que c'est bienveillant, que c'est argumenté, il n'y a aucun problème avec ça. Donc, pas de souci, parti. Je t'attends si on devient inintéressant. J'attends ton tacle avec grand plaisir. Allez, je laisse James repartir. Donc, on va en Ukraine. Donc, Oui, parce qu'il y a une petite actualité qui date d'il y a 10 jours, 8 jours. Il y a une frappe meurtrière sur la ville de Soumy qui a suscité ah l'indignation. oui, ouais, ouais. Euh, c'est un missile Iskander qui a été envoyé. Donc la probabilité d'une erreur, c'est pas une implosion d'une certaine défense aérienne qui serait retombée. Non, c'est un missile Iskander qui a été envoyé. Donc c'est quand même un fait notable. Ça a été reconnu par l'armée russe. Euh, la, la rhétorique russe estime avoir ciblé des dignitaires, des généraux ukrainiens dans je crois que c'est une infrastructure universitaire, il me semble, le Ok. bâtiment qui a été touché. Mais il y a eu un grand nombre de morts civiles. C'est ça qu'il faut retenir. Il y a eu un grand nombre de morts civiles. Et ça s'inscrit en fait dans un moment où il y a eu plusieurs délégations différentes à Istanbul entre les États-Unis et la Russie qui se sont rencontrées pour justement discuter de termes techniques et d'avancées éventuelles d'un cessez-le-feu. On en est toujours là, hein. Bien sûr Ah qu'il ouais. y a le thème de l'Iran dans la balance. Euh, aussi, je pense que quand les États-Unis et la Russie se rencontrent, c'est pas que l'Ukraine, parce que il y a aussi la rencontre de Marco Rubio et Steve Witkoff, l'envoyé spécial de Donald Trump au Moyen-Orient et pour la guerre en Ukraine à Paris, qui ont rendu visite à Emmanuel Macron. Et sur le tarmac, avant de prendre son avion, je crois que c'est Marco Rubio qui dit si ça n'avance pas, les États-Unis vont passer à autre chose très vite. En gros, et c'est ce que Trump a fait comprendre depuis un moment, le pivot asiatique a été enclenché. Ce qui les intéresse, c'est surtout l'Asie, le Pacifique. Hmm. Mais il y a tout un quand même. On va pas faire une politique de la terre brûlée. Il faut pas que ça parte dans tous les sens avec la Russie. Il faut quand même qu'il y ait un cadre. Mais bon, ça prend du temps. Ah ouais. Mais Euh, ouais, c'est moche, ces bombardements-là. Très récemment, là, ça parle d'il y a quelques jours, il y a eu des voix qui se sont élevées pour une éventuelle reconnaissance de la part des États-Unis de la Crimée en tant que partie intégrante de l'État russe. Ça Oh, serait une avancée très forte. ah ouais. Et dans les négociations, ce qui se dit, c'est qu'il y a cette reconnaissance demandée par la Russie et la levée des sanctions. Et comme on avait évoqué, les sanctions européennes, c'est une chose, la sanction du côté européen, c'en est une autre. On va voir, est-ce qu'il va y avoir un appel d'air, est-ce qu'une fois que les États-Unis lèveront certaines sanctions, est-ce que ça va accélérer? Faudra voir. La Russie, elle a supprimé de sa liste d'organisations terroristes les talibans. On en parlait, c'est intéressant. Ah Pour... ouais. Ouais, elle les a supprimés. Pourquoi? Très simplement, il y a eu l'attentat du Crocus City Hall en mars 2024, perpétré par la branche centra-asiatique de l'État islamique, la branche Khorasan. Et donc, en fait, les talibans, il faut savoir, sont opposés à l'État islamique dans leur, Hmm. euh, dans leur idéologie, dans leur pratique de reconquête du pouvoir en Afghanistan. Et même, ça serait faux de dire que c'est les mêmes entités parce que l'islam sous-tend leur action. Non, c'est faux. Et du coup, je pense qu'il va y avoir une coopération militaire à suivre, encore une fois, peut-être des bases aériennes, des bases militaires, des coopérations de services de renseignement pour combattre cette branche de l'État islamique. Puisque là, on est sur un réalisme pragmatique de la Russie. Ok, on a une menace terroriste, on va faire appel à ceux qui sont le plus proches, parce que je rappelle que l'Afghanistan est juste au sud du Tadjikistan et du coup la porte de l'Asie centrale, puisqu'il y a beaucoup de phénomènes de migration. Donc, c'est à noter quand même. Ah ouais. Ah bah ouais, c'est clair. Il y a Jay qui a une question. Comment l'Ukraine va accepter ça? C'est-à-dire le fait que les États-Unis reconnaissent que la Crimée est passée côté russe. C'est une bonne question. L'Ukraine ne va pas l'accepter.
L'Ukraine, je pense elle compte vraiment sur les partenaires européens pour une éventuelle, force de dissuasion ou en tout cas pour ne pas être démilitarisée, parce que c'est aussi ce que demande la Russie. C'est que l'Ukraine ne rejoigne pas l'OTAN. L'Ukraine, n'ait plus d'armée capable, du coup de répondre à quelque chose d'offensif. L'Ukraine, je pense, est très, très loin d'accepter ça. Ou en tout cas, ça sera sous la contrainte, il faut le dire. Ah oui. En parlant d'Ukraine, il y a eu une information intéressante, c'est que Tokyo, du coup le Japon, a signé un accord avec l'Ukraine pour lui fournir du renseignement géospatial. Et c'est une situation inédite pour Tokyo, qui pour une fois assume un engagement aux côtés d'un pays en guerre. Puisqu'une politique neutre habituelle au Ouais. Japon, c'était depuis la Seconde Guerre mondiale. Pays juste à côté, la Corée du Sud. Actualité, parce qu'en fait, on avait parlé d'armement au premier épisode. En fait, la Corée du Sud s'est discrètement imposée comme un acteur clé du marché mondial de l'armement. Entre 2021 et 2023, je dirais, ses exportations de défense, elles ont augmenté de 140%, et pour un chiffre passant de 7,2 milliards à 17,3 milliards de dollars. Wow, Euh, qu'est-ce qu'ils exportent? alors, bonne question, ils exportent des chars. Les noms précis, c'est K2 Black Panther, des canons automoteurs Ok. K9 et des avions de chasse légers FA-50. Voilà. Putain, t'es incollable, James, hein, c'est pas possible, quoi. C'est les... et du coup, la Corée du Sud a fait son entrée parmi les 10 premiers exportateurs d'armes, aux côtés de la Ok. France, la Russie et des États-Unis. Pourquoi un succès? Délai de livraison rapide, prix compétitif. Et il y avait un truc intéressant à noter, c'est la flexibilité dans la production localisée. C'est-à-dire qu'en fait, les pays clients, ils peuvent utiliser des pièces fabriquées sur leur propre territoire. Et donc, c'est un modèle qui redéfinit un peu les habitudes d'achat en Europe, qui se tourne de plus en plus vers Séoul, justement pour avoir un partenaire différent des États-Unis. Encore une fois, tout ce qu'on sait déjà avec cette relation outre-Atlantique qui se complique. Ouais. Le secteur technologique privé sud-coréen, je pense qu'il est aussi à prendre en compte au-delà de l'armement. Il est extrêmement dynamique. Il Ah y a oui. des entreprises, je vais nommer comme ça, mais pour avoir Hanwha Aerospace, League Next One, Hyundai Rotem. Et vraiment, c'est des technologies très avancées. Il y a des systèmes de ciblage assistés par intelligence artificielle. Il y a des guidages pour véhicules autonomes. Il y a plein de choses. Vraiment qui sont applicables du coup dans le champ de bataille, mais qui dépassent aussi juste en termes technologiques. C'est vrai qu'on connaît beaucoup la Corée du Sud pour la tech un peu mainstream, type Samsung, par exemple, mais moins sur leur capacité tech militaire. Ouais. Intéressant. La Chine, toujours en Asie, du coup, Xi Jinping, il a fait un tour en Asie du Sud-Est. Je pense aussi pour rappeler à ses partenaires proches que la relation qui se tend avec les États-Unis ne doit pas leur faire oublier que leur voisin principal reste la Chine et qu'ils ont des vrais débouchés. Il a achevé une visite au Vietnam, du coup en Malaisie et au Cambodge. Donc c'est vraiment sur fond de conflit commercial croissant que vous traitez bien avec Wen souvent. C'était aussi pour le mentionner, du coup. Le fait que le président se déplace, c'est important. Il faut le dire. En termes de géopolitique, c'est de la représentativité. On est sur vraiment de l'apparition qui a du sens. Ouais. C'est Euh, lui-même qui s'est déplacé. ouais. Ok. Fact intéressant, ça, je trouvais ça bien de vous le dire. La Commission européenne, elle a commencé à fournir à son personnel, à ses fonctionnaires, des téléphones jetables, des burner phones. Et en fait, c'est des agents qui vont se rendre aux États-Unis et on leur donne ces téléphones pour éventuellement anticiper des risques d'espionnage. Et en fait, ce genre de Mm. précaution, il est habituellement réservé à des voyages comme des pays pour la Chine, la Russie. Et le fait que Washington soit désormais considéré comme un risque potentiel, ça reflète encore une fois une érosion de la confiance transatlantique. C'est à noter. C'est une petite anecdote, mais qui montre son sens quand Ah même. ouais, non, c'est à noter, c'est clair. Je parlais de Kaboul juste avant, je parlais des talibans. Je vous recommande sur France Télévisions, c'est gratuit sur le site. Il y a une série très intéressante qui est sortie qui s'appelle Kaboul. Je sais aussi qu'il va y avoir un film au cinéma qui va sortir, mais en gros, ça suit la communauté française de l'ambassade qui va essayer d'exfiltrer Afghanistan en 2021 quand les talibans vraiment arrivent à Kaboul, ses ressortissants et le personnel de l'ambassade. Et il y a également un vrai documentaire tourné par l'ambassadeur et son équipe à ce moment-là. Du coup, ce sont des vraies images et c'est très impressionnant. Ok. Très impressionnant. Sur France TV, ok. Sur France TV, ouais. Kaboul. Ok, j'ai noté dans les commentaires. Yes. Tac.
Tac, tac, tac. Petit verre d'eau. Pas de souci, prends ton temps. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, des questions, si vous voulez que James focus sur un point en particulier dans son discours. S'il y a des choses en particulier qui vous intéressent, n'hésitez pas à interagir avec nous, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus, hein. N'hésitez pas bien sûr à poser un petit like si ce début de live vous plaît. Bien entendu, ça nous permet de le push un petit peu plus, de le rendre plus présent. Et donc, c'est plutôt cool. Tout à fait. Bien entendu, hein, le petit like, le partage, ça fait toujours plaisir. Je le rappelle parce que c'est le game et on n'y pense pas forcément. Donc, merci à ceux qui jouent le jeu. Pour ce week-end de Pâques aussi, en fait, la Russie a annoncé un cessez-le-feu. C'est Vladimir Poutine qui l'a annoncé pour la Pâques orthodoxe. Mais les deux camps sont accusés d'une centaine de violations. Zelensky, le président ukrainien, a dit que la Russie a violé la trêve plus de 2000 fois, tandis que Moscou, du coup, a accusé l'Ukraine de différentes attaques sur les régions frontalières, Belgorod, Bryansk et Kursk, causant des blessés civils. Et donc les frappes ont repris dès le lendemain, directement. La trêve, du coup, Pascal est passée à la trappe. Et je le redis, mais Trump, quand il arrive au pouvoir, en tout cas dans sa campagne, il a promis de régler ce conflit en 24 heures. Ça va faire 5 mois maintenant, enfin 4 mois, puisque son investiture date du 20 janvier. Mais bon, chaque semaine, on promet un accord de paix, on promet des avancées. Va falloir suivre, va falloir encore suivre, mais c'est complexe, c'est très complexe. Ouais, et justement, ça nous fait une bonne transition à 30 minutes pour le focus sur la Russie. Yes, je te pose juste une question, Jay, qui a une interrogation sur l'aide du Japon par rapport à l'Ukraine, alors que les USA font pression sur Kiev. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Jay? Est-ce que c'est un moyen pour le Japon d'emmerder un peu les États-Unis de manière indirecte? Qu'est-ce que tu veux dire dans ta question, Jay? Moi, je pense que sa question, c'est pourquoi le Japon se permet d'apporter son aide de manière obvious, alors que les États-Unis font tout pour se désengager petit à petit. Est-ce que du coup, ça serait pas une erreur de leur part, ou en tout cas, ils vont pas se faire taper sur les doigts? Je pense que c'est ça la question. Pour répondre, alors le Japon, c'est un acteur indépendant à l'échelle internationale. C'est vrai qu'il est quand même sous influence commerciale et dans le camp occidental. Il faudra encore redéfinir ce qu'est le camp occidental actuellement. Mais le Japon est autonome, indépendant. Et face à des voisins comme la Russie et la Chine, je pense que le conflit en Ukraine, il est regardé de manière très précise, surtout s'il y a des soldats nord-coréens, surtout si on a parlé de paramilitaires chinois. En fait, il y a une implication de tout le monde. Et j'ai lu aussi un article ce matin passé que la CIA continue d'aider l'Ukraine. Il y a des bases actives actuellement en Ukraine, malgré tout ce qu'on entend passer sur le désengagement souhaité par Trump, en fait. Ouais, ok. Il y a eu 24 heures d'arrêt des transmissions de renseignements, mais ça a duré 24 heures. Le renseignement coule, les flots d'armement et financiers promis par Biden sont en cours, Trump ne les a pas bloqués. Bon, est-ce qu'elles vont être reconduites? Ça, c'est autre chose, mais en tout cas, il y a vraiment... les États-Unis sont engagés, hein, là, pour l'instant. C'est celui qui dit que les États-Unis ont tout arrêté, ça serait une erreur. D'accord, ouais. Donc, Jay, c'était par rapport justement au fait que le Japon est lié aux USA. Ouais. Mais un peu de la même manière que l'Union européenne est liée aux USA, mais qui entend jouer une partition propre à elle-même, en ce sens-là. Mais la question est importante, parce que ce qui va nous intéresser, c'est le long terme. Est-ce que le jour où les États-Unis décident de tout couper, est-ce que le financement apporté, l'aide matérielle ou militaire par le Japon, la Corée du Sud ou l'Europe va suffire? Ça, c'est plus complexe. Ouais, donc Trump, en gros, il a une position d'apparat, mais derrière, les flux sont pas arrêtés, tant en termes de renseignement que militaire, quoi. L'apparat est à prendre en compte sérieusement, parce qu'il y a Bien sûr. des conséquences actuelles, mais c'est vrai qu'il aurait pu, je pense, en théorie, on spécule, tout couper et dire maintenant c'est fini. Ce n'est pas le cas. Ouais. D'accord. Ou en tout cas, il ne cède pas à toutes les recommandations, toutes les demandes russes. Il est quand même c'est des vraies négociations qui se trament.